Fidèle au rendez-vous, Forum des médias est là pour vous servir. Chers téléspectateurs, bonsoir et surtout, merci de votre fidélité à cette messe du savoir. Nous avons reçu beaucoup d'appels par rapport à l'émission précédente et nous en sommes honorés et flattés de ce que ces analyses, comme vous le dites vous-même, vous permettent d'avoir ou de tenir des discussions constructives dans vos salons. Les travaux de l'Assemblée générale des États généraux de la justice ont démarré depuis le 6 novembre dernier au centre financier de Kinshasa. Le président de la République, qui tenait lui-même personnellement à donner un cachet particulier à ses assises en sa qualité de magistrat suprême, a présidé ce forum. Fachi a profité de cette tribune pour poser le diagnostic des maux dont souffre notre justice, et autour de cette table, les analyses minutieuses et fouillées seront donc tenues. La circulation alternée, selon le CNPR, a amélioré de 80% la situation des embouteillages à Kinshasa. Vrai ou faux? Nous allons en savoir autour de cette table. Et pour terminer, nous allons parler du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et pour ce nouveau mandat, nous allons analyser la place qu'occupe l'Afrique dans la politique des États-Unis d'Amérique et au regard des promesses faites et non tenues. Cette fois-ci, nous allons voir si l'Afrique aura une place de choix et plus particulièrement notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, madame, messieurs, l'essentiel de ce qui sera dit, fait, analysé autour de cette table par les ultra-patriotes qui ont répondu de manière prompte toujours à notre invitation, et je m'en vais les saluer. Nganga, pourquoi je vous appelle Moutou Mayele? Nganga Mayele, c'est une autre personne. Moutou Mayele, comment vous allez? Très bien, madame, très bien. Merci. Bien revenu. Oui, merci, madame. Merci beaucoup pour mes collègues co-débatteurs que je retrouve peut-être un mois après. Je voulais ce soir qu'on médite avec le vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Avec lui? Oui. Sans lui? C'est une pensée qui reste. Il disait que je conseille deux fois, il est bon de féliciter la sincérité du piment et de se méfier de l'hypocrisie du sucre. Ok. Car celui qui te dit que ça ne va pas n'est pas absolument ton ennemi, mais c'est ton compatriote avec qui il faut construire un Congo meilleur et prospère. Tout à fait. Si aujourd'hui, nous tous gouvernants, on est conscient de qualifier notre justice de justice malade, je crois que ce n'est pas le seul département ou le seul secteur qui est malade. Ayons également le courage de qualifier beaucoup d'autres secteurs qui sont également malades. Je prends les cas où je me pose chaque jour une question. Chaque matin, quand le ministre de l'Urbanisme et Habitat va dans son bureau, il fait quoi? Le ministre des Affaires foncières, quand chaque jour il va au bureau. Elle est plus sur le terrain. Oui, mais c'est le terrain, ce n'est pas le terrain comme ça. Le terrain, c'est toute une politique qui sont concevoir. Alors, je pensais que ces secteurs-là, parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est la ville la plus sale aujourd'hui. Pour ceux qui avons la chance d'aller, même pas dans le pays européen, mais les pays africains. Avant, la chance. Je disais que je ne pensais pas que dans d'autres pays, là, on utilise les bouteilles en plastique. Mais je me rends compte que partout, on utilise des bouteilles en plastique. Mais vous ne verrez pas dans la rue, dans le caniveau, des bouteilles en plastique. Mais quand vous venez à Kinshasa, moindre pluie, ce sont des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique. Il y a un problème d'organisation, un problème de politique publique pour pouvoir résoudre ce problème. Mais pendant des années, on est incapable de le faire. On patauge, on est incapable de pouvoir répondre à ces défis de salubrité. Quand je disais, je dis que j'allais dire ce soir à madame, c'est Acacia. C'est des affaires foncières. Acacia. Bandoubola. Oui. C'est très bien. Mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa, on parle de
10 000 quelque chose de kilomètres carrés, la superficie. Non, c'est 9 000 et quelques. Oui, j'arrondis. Et que c'est 5% de Kinshasa qui seraient occupés, mais sans une politique de lotissement appropriée, c'est-à-dire qui relèverait du ministère des Affaires foncières, aucune politique d'urbanisation palpable, vérifiable, vivable, capable de pouvoir résoudre et les problèmes d'embouteillage et les problèmes de la gestion de la ville. Or, tout ça, ça pose un problème. Quand vous regardez encore notre habitat, vous allez dans le village, vous sentez que le gouvernement, le ministère de l'urbanisme, est-ce que son pouvoir, ses compétences sont tellement limitées que dans la ville de Kinshasa, où l'habitat a un caractère aussi national? Les villages n'ont jamais été pensés à être modernisés. Oui. Alors, je revenais pour dire, il y avait une minute, qu'il y avait un problème, madame, par exemple, à ce qui concerne la ville de Kinshasa. Les lotissements aujourd'hui sont opérés par le chef coutumier, qui commence à vendre, et ça devient la cité. Il y a moyen de faire un atelier avec le chef coutumier de Kinshasa pour leur faire comprendre que Kinshasa n'est plus des terres agricoles, mais c'est une ville, et que signer qu'on se forme d'un contrat avec tout ça et planifier le lotissement de la ville. Si le gouvernement dit « je vais lotir tel village, Lembaïmbu, en lotissement urbanisé », avec ce chef, maintenant on se met d'accord, au lieu que le chef se retrouve autrement par des ventes illicites et illégales, mais qu'on crée une forme de redevance. Après le lotissement, le revenu de ce lotissement, le village ou le chef coutumier peut bénéficier de redevance. À ce moment-là, nous limitons la vente illicite et illégale de terres par le chef coutumier et nous revenons à la normalisation pour pouvoir planifier et organiser la gestion de la ville. Merci madame Akazia Bandoubola. Celle de l'urbanisme s'appelle comment? Je ne connais pas tellement le nom, mais ils sont, en tout cas, ces derniers temps, sur le terrain, ils sont ensemble. Terrain, c'est une politique claire qu'il faut concevoir. Le terrain, c'est pour aller voir qui a vendu, qui a détruit, qui a fait ceci. Donc, c'est pour aller constater les dégâts. Qui construit. Tous les ministres qui viennent descendent toujours sur le terrain pour voir. Mais le grand problème, c'est de concevoir, comme je viens de proposer, bien harmonisé. Je termine par madame Ambongo. Tu vois, dans le secteur minier, aujourd'hui, il y a une petite redevance réservée au peuple riverain, c'est-à-dire là où on exploite, ce qui fait que les communautés riveraines. Ouais. Alors aujourd'hui, les chefs coutumiers, au lieu qu'ils se mettent à vendre illégalement, ils peuvent être bénéficiaires d'une redevance issue du lotissement et ça arrête, ça va freiner cet élan de vente et de créer de cités sans normes, de quartiers sans normes, pour revenir que l'État s'approprie réellement et applique une politique normale. Tout à fait. Avec les pluies, la pluie d'hier ou d'avant-hier, on nous a dit, là-bas, il y a, comme les lotissements, les lois urbanistiques ne sont pas respectées, appliquées, et il y a eu une inondation là-bas, faute de caniveaux. Oui, madame Ambongo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Salue les co-débatteurs. Vous êtes bien habillés. Vous êtes, ça vient d'une dame. Hein? Regardez la dame et dites merci quand même. Monsieur Eri. Voilà, vous n'avez rien entendu. Là, tu n'as pas répondu. Il n'a même pas entendu. Il n'a pas entendu. Allons-y. Madame, vous êtes, il a raté, alors. Vous êtes très belle aussi. Merci beaucoup, pareillement. Madame, je voudrais vous féliciter, saluer votre bravoure. Parce qu'avec les peu de moyens que vous avez, vous rendez la chaîne viable. Merci. Et je salue aussi cette équipe sympathique qui nous accompagne chaque dimanche et fait tout son possible pour que nous ayons une émission de qualité. Et je demanderai aux autorités de faire en sorte que cette chaîne si prestigieuse qu'est la RTNC de développement soit insérée aussi dans Canal Plus pour que l'émission Forum des médias puisse avoir encore beaucoup plus d'audimat. Merci. Mon petit biscuit, madame, bientôt c'est l'inauguration du grand marché et j'ai suivi un groupe de mamans qui se sont plaintes disant que on leur exige pour vendre dans le nouveau marché
On leur exige $60, je crois, d'étalage. Il y a des conditions. Il y a des conditions. 300, je suis là. 300, $600. Bon, un montant un peu exorbitant. Ouais. Et moi, je voudrais demander aux autorités de la ville d'être humains. Parce que les temps sont durs, la vie devient intenable. Ces femmes se battent, ces femmes vendent pour nourrir leur ménage. Et vous remarquerez, vous ferez un constat selon lequel ces femmes, la plupart, leur mari ne travaille pas. Ou Non, le mari est décédé et c'est la femme elle-même qui tient le foyer. Donc mettez-vous à leur place, donnez-leur des étalages dès que le grand marché qui sera inauguré d'ici là sera accessible au public. Merci madame. Merci beaucoup. Ce sont ces femmes-là qui tiennent l'économie, informelle soit-elle, mais c'est une économie qu'on peut canaliser, formaliser. Oui, El Campbell. Mbote, bonjour. Mbote, bonjour. Comment vous allez? Toujours très bien. Voilà, ça se Nous voit. apportons toujours le sourire. Et l'énergie. L'énergie, Voilà. la bonne humeur, Ouais. la bonne ambiance. Ouais. Alors, on dit parfois que la charité bien ordonnée commence par qui? Par soi-même. Par soi-même. Vous voulez commencer par vous-même? Permettez-moi d'être un peu égoïste Allez-y. avec mon biscuit. Ouais. Dans 2 jours, ce sera le 12 novembre. Chez moi, chez nous, c'est une date très remarquable, dans le sens que le 12 novembre, c'est la date à laquelle, Chez vous, à l'UDPS. à l'UDPS, Ok. Je pensais que c'était à Cabéramon. le 12 novembre, il y a 6 ans, les opposants congolais étaient à Genève pour se choisir un d'entre eux qui devait s'opposer à l'équipe du gouvernement sortant, du pouvoir sortant de l'époque de Joseph Kabila. Et à Genève, on a connu un complot qui était ourdi contre le peuple congolais quand on a voulu escroquer la place du candidat du parti le plus populaire pour le remplacer par un Kidam. Et la base de l'UDPS Ah, s'est soulevée ok. pour protester contre cette duperie, ce complot. Et cette journée-là a été consacrée à l'UDPS comme journée de la base du parti. Quand nous avons parlé, La base a dit. la base a décidé et Félix a retiré la signature dans ce document-là et la base a conduit Félix à la magistrature suprême. Beaucoup de gens aujourd'hui se pavanent dans le pouvoir conquis par Félix et ils oublient cette base qui avait résisté contre l'escroquerie politique des faux politiciens qui étaient à Mais il Genève paraîtrait, à cette vous avez époque-là. aussi oublié cette base. La Vous base en n'est pas occupez oubliée, plus. la base Ou pas du s'occupe. tout. La base est avec Félix. Ok. Donc, Félix a la base nae, boka moite, Base pas lingi Félix. tozali kotalela bino liso likolo ya liso kala mingi te bokoyoka biso. Voilà. Ok. Ça Merci. c'est le premier biscuit. Ah, il y en a Deuxième combien? biscuit, j'ai rebondi un peu au propos de notre ami co-débatteur Robert, Ouais. qui a parlé du problème d'aménagement des villes et autres. Je rappelle seulement que dans l'histoire de notre pays, à l'époque de Maréchal, depuis les années 1970, on a créé un organisme appelé BEAU, Bureau d'études et d'aménagement urbain, qui a justement la charge et qui a même fait des plans de développement de la ville de Kinshasa, non seulement de la ville de Kinshasa, mais la plupart Les grandes agglomérations. des grandes agglomérations et des chefs-lieux de province. Ouais. Mais seulement, le mal, comme on l'a toujours dit, sans suivre l'administration, le mal au Congo a toujours été, on a des bonnes décisions, on a une mauvaise application, parce qu'on ne suit pas ce qui est décidé. Le BAU est là, et quand vous allez rendre visite à ce bureau-là, vous trouverez des plans d'aménagement, ainsi de suite, mais ce n'est pas appliqué. C'est fait. Donc, quand la ville est en train de croître comme un bien perdu, là, c'est parce que l'administration ne suit pas. On a cette manie-là de réinventer Donc, toujours la roue. On ne sait pas que- pourquoi on veut recommencer à zéro. Que les autorités donnent un peu plus de considération à notre administration, Ouais. qu'il faut recréer et renforcer pour que... parce que c'est l'administration qui fait l'État. Ouais.
C'est parce que cette administration est affaiblie que les gens font n'importe quoi, les bouteilles sur la route et autres, parce que c'est l'administration qui doit faire ça, c'est pas des ministres. Donc on donne un peu plus de tonus à l'administration. Maintenant qu'on le fait avec, qu'on est en train de réfléchir sur les états généraux de la justice, il faudra qu'on voit aussi pour comment renforcer l'administration publique. L'administration publique en République démocratique du Congo est-elle malade aussi? Elle est malade parce que c'est elle qui représente l'État dans toutes les... D'accord. Merci beaucoup. Professeur Kassongo Munganga. Oui, maman. Soyez le bienvenu. Merci. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Les nœuds papillons nous manquent. Les nœuds, oui, c'est une marque déposée. Voilà. Oui, justement, je suis content de retrouver tous nos amis ici. Mais je commencerai aussi par remercier le bureau de l'Assemblée nationale, le président Kamer et ses collaborateurs et son bureau, qui ont répondu rapidement à ma demande d'être pris en soin, d'être pris en charge par l'Assemblée nationale, parce que je suis député national honoraire en Inde. Moi et mon épouse, nous avons fait 6 semaines pour les soins des yeux. Nous avons été opérés là-bas, parce qu'ici, le médecin avait vraiment peur, parce que ce sont des cas délicats. Nous avons les glaucomes. Vous me voyez maintenant bien? Ça va? Oui, ça s'améliore, ça va, mais nous sommes en traitement, on est en traitement, on continue. Oui, donc... un petit biscuit? Oui, des petits biscuits alors. Allons-y. Des petits biscuits. J'étais en Inde lorsqu'on a parlé de la révision constitutionnelle. Bon, on a donné beaucoup de raisons pourquoi, pour ceux qui s'opposaient à la révision constitutionnelle. Je ne reviens pas sur les performances macroéconomiques parce qu'on dit qu'on doit s'occuper du peuple, mais avec le programme 145 territoires, on oublie ça, on s'occupe du peuple. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on avait oublié, ce qui est très important, parce qu'on dit, quand on est constitutionnaliste, souvent il y a même des contradictions, on dit que c'est parce que c'est quand on tient compte de sa position politique. Mais je voudrais donner un argument pour la révision, qu'on soit au pouvoir ou pas. Ce qu'on avait oublié, peut-être notre frère Lukaka sera d'accord avec moi, il y a quelque chose qu'on appelle le parallélisme des formes. Parallélisme des formes, c'est ce que ça fait que lorsqu'une assemblée nationale d'aujourd'hui, lorsqu'elle prend une décision, elle ne peut pas interdire à l'Assemblée nationale future de revenir sur cette décision. Ou bien, lorsqu'une décision passe par le référendum d'aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui ne peut pas dire que le peuple à venir ne peut pas revenir sur cette décision. C'est le parallélisme des formes. Donc, une décision prise par l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale à venir peut revenir, un organe similaire peut revenir sur ça, est compétent pour ça. Si bien que lorsqu'on dit qu'il y a des articles, on dit intangibles, bien comment on dit? Oui, des articles intangibles. Donc, ceux qui ont déclaré intangibles, c'est peut-être le peuple ou l'Assemblée d'une époque. Mais pour une autre époque, une Assemblée nationale ou bien notre peuple peut revenir à ça. Nous ne pouvons pas faire une dictature, nous approprier que ce que nous avons décidé aujourd'hui, personne ne peut pas revenir sur ça. C'est ce que nous avons appris avec le professeur Liao Marcel, parce qu'il nous avait donné le cours de droit constitutionnel avant d'être économiste. On est passé par les sciences sociales et politiques. Donc, j'aimerais que ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent retenir que par le parallélisme des formes, lorsque tu prends une décision, donc un autre organe qui a les mêmes compétences que toi peut revenir sur ça. Tu ne peux pas interdire. D'ailleurs, quand nous parlons de la démocratie, tout ceci, donc ça évolue dans les temps. Pour nous qui avons fait les humanités gréco-latines, ce qu'on appelle maintenant littéraire, nous avons, quand nous disons démocratie, c'était tout le monde qui votait, mais maintenant il y a la représentation. Ça c'est le premier biscuit, madame. Le deuxième biscuit que je peux ajouter, parce qu'on ne revient plus sur la Constitution, mais je ne sais pas si on a pu parler de peut-être attirer ces cas de une performance de la première ministre
Toluca, si on a ajouté, on a trouvé que le budget est de 48,8%, presque 50%. Ça fait que même on s'étonne. Donc c'est vraiment une performance. Que si ça s'est fait, justement, c'est avec elle, peut-être, nous allons réaliser, et le Congo va devenir vraiment une économie motrice des économies africaines. Parce que, par le passé, le budget, pour arriver même au taux de 25% du budget total, c'est tout un problème, c'est vraiment difficile. Mais maintenant, avoir un budget qui représente presque 50%, même moi-même, je peux dire que nous demandons que, vraiment, si Alinguette peut l'aider dans l'exécution, à mobiliser les ressources et dans l'affectation, la réalisation concrète, madame, je crois que même le taux de croissance... Surtout dans les infrastructures, là où il y a beaucoup de trous. Vraiment, vous allez voir que nous allons connaître des miracles avec ce et on n'aura plus de trous en République démocratique du Congo parce que l'argent, les fonds seront affectés comme il faut. Voilà. Oui, monsieur Jean Lokaka, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Je vous remercie sincèrement. Je salue le co-débatteur, le professeur qui nous rejoint en bonne santé. Merci pour votre retour. Pas moi. Je salue tout le monde. Et les patriotes congolais et congolaises qui nous suivent, ainsi que nos expatriés, nous vous aimons, nous vous saluons. Moi, je médite la justice congolaise. Je me dis une république qui veut sa refondation, son organisation et sa reconceptualisation doit identifier son peuple. Alors, je me demande, aux États généraux de la justice, qui manque le fichier... Ça, c'est notre premier sujet. Je suis dans le biscuit et je vais arriver dans le sujet. Qui manque déjà le fichier du départ d'un peuple. C'est sur base de quel postulat qu'on peut rétablir la justice. Nous sommes le seul pays au monde, j'insiste, au XXIe siècle, qui n'a pas de carte d'identité. Personne ne médite ça, personne. Et même le Soudan du Sud, là où il y a... En tout cas, le Soudan du Sud a des cartes d'identité. D'accord. Nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est-à-dire, on peut se partager le Congo avec les étrangers aussi. Parce que le doyen Simon va dire que je suis congolais, mais il n'a pas de carte d'identité. J'ai au moins un village. Oui, vous avez un village culturellement. Mais techniquement, nous sommes le seul pays où nous avons les gouvernements, nous avons le bicéphalisme et le bicaméralisme. On n'a pas de carte d'identité. Ni permis de conduire. Non, je ne parle pas de permis. Et c'est de là où reposent les états généraux de la République. Sengambi a parlé des affaires foncières. Mais si vous avez l'identité, Madame Ambongo, née, fils par les descendances des grands-pères, elle a tel patrimoine, elle a une voiture. Le fisc peut se saisir qu'elle a 2 voitures, elle doit payer autant. L'assurance, c'est. Et elle a le compte bancaire. Donc c'est question d'organisation à partir de son identité. Et il n'y aurait pas une prédation des concessions parce que Mme Ambongo aurait déclaré sa concession ou son patrimoine par son identité. Et l'élément moteur d'une organisation sociétale, le fichier, l'identification. Le pays manque l'élément moteur pour son décollage, pour sa refondation. Et on en parle. Ce qui fait que comme conséquence du prédation, c'est par manque d'identité.
Et je pense que pour régler les états généraux de la justice, des affaires françaises, d'ailleurs les états généraux du pays, aller dans l'essentiel. La carte d'identité pour cette République va nous sécuriser, va retracer l'histoire de nos peuples. Professeur Kassoramonganga et doyen Simon vont nous dire, parce que vous avez vécu l'époque léopoldienne, que c'est l'ensemble des communautés qui ont constitué le Congo. Monsieur Tel, donc, il est Moulouba du Kassai. Tel est membre de l'Équateur. Et donc, les autres qui vont venir, ils auront la nationalité congolaise. Mais on va te dire, tu vas choisir où? Question d'identité. Ok. Je crois que le pays, pour raison de sérieux, doit aller dans les fondamentaux. Absolument. Vous avez la carte d'identité avec un serveur national et central bâti dans des bâtiments qui ont 10 niveaux de caves où on loge les fichiers d'un peuple. Ok. Merci beaucoup. Oui, monsieur le leader Kingozi, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, vous vous portez bien, surtout que la justice est en train d'être guérie. Elle est en train de subir une thérapeutique de choc. Bon, allons-y quand même. Vous allez bien? Allons-y. Vous avez un biscuit? Oui, j'ai un petit biscuit qui s'est entremêlé avec un autre. Mais le premier, je voudrais m'appuyer sur le message là du professeur, là tout à l'heure, sur les réalités sur le changement ou la révision constitutionnelle. Et je voudrais mettre un accent sur le principe ou encore la thématique dont on appelle le principe de parallélisme des formes et des compétences. Et ce principe est toujours lié avec son corollaire que l'on appelle la théorie de l'acte contraire. Et donc, par rapport à notre constitution et par rapport aux demandes de ce qui se passe dans là présentement, je pense qu'il y a 3 sujets ou 3 fondements moteurs qui doivent être associés. Et par rapport à ce principe de parallélisme des formes et des compétences avec son corollaire, la théorie de l'acte voilà. Alors, je suppose qu'il faudrait d'abord qu'il y ait la participation de la classe politique, comme ça a été fait dans le temps avec Sun City. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait le Parlement qui soit associé pour éventuellement la rédaction d'une prochaine loi nationale, qui est la Constitution, et ensuite les référendums populaires. Mais pour que nous y arrivons à ce référendum, il faudrait qu'on puisse aussi associer la question sur l'identification des Congolais. On doit savoir qui est Congolais, qui est censé participer à ce référendum, qui pourrait y avoir lieu. Et alors, si nous n'arrivons pas à identifier les Congolais, ça ne servira à rien que nous puissions parler aujourd'hui sur les débats sur le changement ou sur la révision constitutionnelle. Ouais. Parce que l'identité est l'élément moteur à tout sujet des débats nationaux. Et l'autre biscuit est lié sur le vent qui refait surface. Nous voyons actuellement dans la capitale de Kinshasa, les personnes vivant avec handicap retourner sur le croisement des grandes avenues et procéder dans une vie qu'on appelle, que l'on déconsidère même, la vie de la mendicité. Alors nous invitons le ministre ayant dans ses attributions ces secteurs particuliers de pouvoir réorganiser les choses, parce que les années qui sont passées, nous n'avons plus vécu ces phénomènes. Mais ces phénomènes ont refait surface et nous ne savons plus comment circuler. Et c'est une honte pour cette nation. Si les invités venant d'ailleurs viennent dans notre pays, constatent que dans les grandes avenues, il y a de tels phénomènes, ça ne nous honore pas. Alors qu'il plaise au gouvernement national de pouvoir revoir leur stratégie et leur budget également qui est alloué dans le secteur pour pouvoir prendre en charge toutes les personnes avec handicap. Et surtout, qu'il faudrait également identifier toutes ces personnes, parce que il y a même des faux handicapés. Il y a des faux aveugles que l'on peut appeler même des pseudo-aveugles qui rançonnent les citoyens de l'argent
et ils vont dans des coins des rues pour comptabiliser l'argent à yeux ouverts et retourner sur les rues. Et ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, l'année passée, j'avais vu quelque part en ville une personne qui s'est fait passer pour un fou. Et le fou, et quelques temps plus tard, je vois le fou aller acheter une bouteille d'eau et il a remis un billet de 10 000 francs congolais et on lui a retourné même le reliquat, le reste. Je me suis dit, mais comment se fait-il un fou puisse acheter l'eau avec l'argent, un billet de 10 000 francs, et que les vendeurs lui retournent l'argent qui reste. Je me suis dit, mais finalement, l'État est censé veiller sur tous ces phénomènes pour que nous puissions être vraiment en sécurité et éviter les différentes infiltrations des pays ennemis. Merci beaucoup. On nous a appris en psychologie qu'il arrive à un temps donné, même 1 minute ou 1 seconde, 2 secondes, que le fou revienne normal et puis il redevient fou. Il y a aussi des proportions de fou. Voilà. Donc peut-être c'est à ce moment-là. On ne sait jamais. Monsieur Eri, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, hein? Oui, je vais bien, madame. Bonsoir, Congo. Congo Mboka, Congo Ditunga Diani, Congo Nichiangu, Congo Bola Namono, Congo Mboka Nangai, Nakobate la Pena Kobundela Yango. Je salue madame, le premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cuisinier national, comme j'aime bien l'appeler, et je salue aussi la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de cette émission avec les moyens de bord qui sont insignifiants, mais ils s'efforcent tant peu que cette émission puisse être transmise en direct sur les chaînes, les canaux de la RTNCD. Et madame, nous avons déjà plaidé pour cette chaîne, mais nous nécessiterons de le faire. Nous plaidons encore une fois aux autorités de cette chaîne qui supervise en fait, qui ont entre les mains la gestion des chaînes nationales, de jeter un regard par rapport à la 2, parce que c'est une chaîne qui contribue au développement de notre pays et fait la visibilité de ce que fait le chef de l'État et de ce que fait les institutions, de ce que fait les Congolais dans un domaine ou dans un autre, quand le besoin s'exprime. Alors pourquoi est-ce que cette chaîne doit toujours demeurer dans l'analogie ou numérique? Cette chaîne ne peut pas être dans Canal+. Le pourquoi? Est-ce que c'est les moyens qui manquent ou c'est la volonté politique qui n'y est pas? Donc nous rappelons encore une fois le ministre des tutelles, Patrick Mouyaya, qui est un compatriote, de pouvoir jeter un peu un regard par rapport à cette chaîne, parce que si nous voyons même les matériels qui est utilisé ici, ce sont des matériels de la 2e génération, alors qu'aujourd'hui la technologie en matière de médias ont évolué, largement évolué, mais les matériels sont vétustes d'il y a 12 ans. Il y a 12 ans, voilà. Donc, alors qu'aujourd'hui, avec la technologie et l'intelligence artificielle, les gens ne peuvent pas encore se tenir devant vous, tenir des caméras. Il y a des caméras robots. Mais aujourd'hui, il y a encore des caméras qui doivent être tenues par les humains. Donc, c'est vraiment vétuste. Si on peut améliorer au moins la condition de vie des personnels et aussi les conditions de travail des personnels de la RTNCD et mettre cette chaîne sur le bouquet Canal+, ça serait une action louable et salutaire. Pas seulement pour les Congolais, mais aussi pour toutes les personnes qui aimeriez plutôt suivre des émissions de qualité et profiter de l'intelligence congolaise. Donc nous appelons les autorités à jeter un regard par rapport à cette chaîne. Notre deuxième biscuit, madame, nous ne cesserons de le répéter, et nous appelons la première dame, la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, de pouvoir faire une faveur, encore une dernière fois, aux enfants qui ont obtenu leur diplôme d'État dans des camps de déplacés, et que ces enfants ne puissent pas passer dans des tests, dans des concours, pour qu'ils puissent obtenir leur bourse, mais que cette bourse puisse leur être octroyée. Ça sera une manière pour la première dame, pour la fondation, de pouvoir soulager la souffrance de ces enfants-là et de pouvoir donner le souffle à ceux qui vont encore présenter
leurs examens d'État pour cette année. Merci beaucoup, madame. Merci. Pour ce qui est de votre demande, c'est vrai, les téléspectateurs, il y en a qui, quand ils nous appellent, ils demandent à ce que l'émission, pourquoi l'émission n'est passée pas sur Canal+, pourquoi on ne voit pas la RTNC2 sur Canal+, et surtout, il y a vraiment une catégorie de la population qui demande à ce que cette émission soit sur Canal+, parce que beaucoup ont dans leur maison ce canal-là. Alors, ils veulent être aussi être informés de tout ce que vous dites ici, tout ce que vous développez ici comme analyse. Monsieur Pompon, ça fait longtemps, vous êtes là, et les téléspectateurs, ceux qui vous réclament, enfin, Monsieur Pompon est là. Merci madame pour l'invitation. Je suis toujours là, je suis à Kinshasa. Et là, je suis vraiment délecté de retrouver encore ma chaise après plusieurs jours ou semaines d'absence. À Kangaboué. Oui. Donc c'est un peu ça. Bon, madame, moi j'ai un biscuit. J'avais d'ailleurs préparé ça à partir de la maison. Vous savez, je suis au niveau de l'Assemblée nationale, je fais mes recherches là-bas. Et là, nous sommes à la 3e activité depuis le début de cette 4e législature. Il y a une session extraordinaire inaugurale pour donner les go par rapport à la nouvelle législature. Il y a une première session qui était la session de mars, qui a connu 4 activités, et cette session budgétaire de septembre. Là, maintenant, je vais faire un récap par rapport à la 3e législature, pour donner, parce que le 22 de ces mois, j'organise une activité, une conférence au CEPAS, le 22 de ces mois, un vendredi, de 8h à 12h, où j'ai invité certains députés avec la population pour échanger. La RTNC2 sera là. Bien sûr que oui. C'est-à-dire, vous savez, l'Assemblée nationale a 3 missions principales. La première, c'est légiférer. La deuxième, c'est contrôler. Et la troisième, c'est représenter. C'est pour cela qu'on appelle ça la représentation nationale. Parlons de la représentation nationale. Vous savez que l'Assemblée nationale a 2 sessions ordinaires. Après une session, il y a une vacance parlementaire. Le vacance parlementaire, ça permet à députés de faire un devoir de redevabilité avec le boss qui est la population. Et après les vacances, les députés viennent avec un rapport sous format d'un carnival pour donner au niveau du bureau. Et le bureau fait la compilation de 500 rapports pour aller avec soi au niveau du gouvernement. Et chaque fois qu'il y a un programme du gouvernement, en réalité, le gouvernement ne peut pas faire un exercice parce que le député a déjà fait pour eux. C'est-à-dire le programme du gouvernement sur le rapport compilé des députés. Malheureusement, les députés ne le font pas. C'est pour cela qu'il y a une adéquation entre la demande et la réponse. Parce que une structure ne le fait pas, une autre structure ne sait pas répondre aux déshydratés aux besoins spécifiques. Là, je vous donne sur le 11 sessions de la 3e législature, excepté la première session qui est la session inaugurale, dans les 10, après on devrait avoir 500 rapports fois 10, je pense. Je vous dis, la première session où les députés ont déposé, c'était la session de septembre 2019, au début de notre président, son début. Sur les 500 députés, il y en a eu que 19 qui ont déposé les rapports. Nous sommes la deuxième fois à la session de mars 2020. Sur les 500 rapports, il y en a eu que 85 députés qui ont déposé. Ça évolue. Troisième fois, la session de septembre 2020, il y a eu 54 députés qui ont déposé. Là, ça donne, la première fois, ça donnait 3%. La deuxième fois, ça donnait 17%. Et les 54 rapports, ça donne 10% sur 100%. Quatrième session, c'est la session de mars 2022. Il y a eu 273 députés qui ont déposé leurs rapports. En termes de pourcentage, ça donne 55%. Et la dernière fois, c'était la session de septembre 2022. Il y a eu 328 rapports sur 500 députés. Ça donnait 12%. 12%. Non, l'autre, c'était 50. Ah, 55 plutôt, oui, 55, pas plutôt. Merci beaucoup, merci. Alors, parlons de la production législative. Je vous ai parlé des 3 missions. Ça, c'était la représentation. Elle est tellement faible. Il ne faut pas condamner la première ministre ou le premier ministre. Parce que le premier ministre exécute les besoins spécifiques de la population via leurs représentants. Lorsque déjà le gouvernement, la primature n'a pas cette réalité, il ne faut rien attendre parce que ça crée
inadéquations. Parlons maintenant de la production législative des 3e législature. Il y en a eu 164 lois adoptées. Ici maintenant, c'est quoi le problème? Le député produit les lois. Le même député contrôle ces lois, l'effectivité de ces lois. On a eu 164 lois. Posons-nous la question, est-ce qu'il y a eu un impact sociologique sur ces lois? Est-ce que ces lois-là ont rimé avec des réalités socio-culturelles de notre pays? Question mark. Je lance un débat. Peut-être le dimanche prochain, je viendrai pour répondre. Parlons maintenant du contrôle. Rapidement. Et rapidement, j'ai fini par là. Vous savez, dans une démocratie, le contrôle parlementaire est crucial. Parce que le contrôle engendre la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance engendre la redistribution de nos richesses. Et là, il y a le développement. Maintenant, le contrôle en 3e législature, à la 3e législature plutôt, de septembre 2020 à décembre 2023. Il y a eu 177 moyens de contrôle d'information. 88 questions orales avec débat, 50 questions écrites, 16 questions d'actualité, 18 interpellations, une motion de censure, 4 motions de défiance ont été introduites par les députés durant cette législature. Malheureusement, sur les initiatives que je viens de faire à Légion ici, il n'y a eu que 11 de ces initiatives qui étaient effectivement examinées, soit 6% des moyens de contrôle d'information. Vous avez un pays où il y a un gouvernement qui vous donne plus de 50 ministres, où chaque jour, on vous dit qu'il y a eu des détournements. Mais la structure qui est censée de contrôler l'exécutif, sur les 100%, cette structure vous pond 6% de contrôle. Vous savez, même Dieu qui a créé le monde, par sa seigneurie ou sa souveraineté, il a doté les mécanismes de contrôle à l'homme que nous appelons la conscience, un mécanisme qui vous dicte les biens et les mal. C'est-à-dire que sans les contrôles, l'homme est un animal, parce qu'en sociologie, l'homme est défini comme un animal, mais à caractère social. C'est-à-dire que le contrôle vient pour socialiser l'homme. Et dans les mécanismes de la gestion de l'État, le contrôle vient pour donner la réponse aux besoins spécifiques de la population, pour rationaliser la structure. Déjà une structure qui est censée, qui est l'Assemblée nationale, qui est censée, d'ailleurs le vrai travail de l'Assemblée nationale, c'est la représentation et le contrôle. Parce que l'initiative de loi, ce n'est pas que l'Assemblée nationale qui vient avec l'initiative. Le gouvernement vient via le projet de loi. C'est-à-dire le gouvernement peut pondre aussi des lois. Mais le vrai travail, c'est l'Assemblée nationale. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, je viens avec mes 2 biscuits, ou mon biscuit, pour interpeller la population. Parce que le contrôle, ce n'est pas seulement aussi l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs mécanismes de contrôle. Il y a le contrôle administratif, juridique. Il y a aussi le vrai contrôle qui est le contrôle citoyen. Pour citer, je dirais, vous savez, le citoyen, pourquoi? Le prof vient de le dire avec sa thèse sur le parallélisme de forme. Ça veut dire quoi? Vous savez, on peut verrouiller tout ce qu'on peut. Mais le souverain primaire, c'est qui? C'est la population. N'est-ce pas? Via l'article 5. Tout pouvoir émane du peuple. Le peuple est souverain primaire. Lorsqu'on vous dit c'est qui un souverain, c'est la personne qui a le plein pouvoir. C'est comme un dieu. Alors ces peuples-là, lorsqu'il y a un dysfonctionnement du système de son pays, il ne peut pas rester bras ballants, il doit agir. Son agissement, c'est d'abord comprendre comment il régenter le système de son politique, de sa nation, et être exigeant. Donc c'est juste ça, mes biscuits. Et pour citer, vraiment pour citer, je pense que... Ça, c'est plus un biscuit, ça. Là, merci beaucoup. Moi, je vais vous donner, quand vous aurez l'occasion de parler de ce sujet, le premier sujet que nous voudrions maintenant entamer, et c'est le principal d'ailleurs, ce sont ces travaux de l'Assemblée générale des États généraux de la justice qui ont démarré depuis le mercredi 6 novembre au centre financier de Kinshasa, et le président de la République lui-même a présidé ce forum. Il en a profité pour poser les diagnostics des maux qui minent, dont souffre notre justice. Nous allons d'abord nous souvenir, ou soit permettre à nos téléspectateurs de pouvoir revoir ces images pour que nous puissions rebondir. C'est
C'est rafraîchir la mémoire. C'est rafraîchir la mémoire, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, El Campbell. Et là, nous allons maintenant annoncer ou lancer les hostilités. Allons-y. Ces états généraux qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Quelle thérapie, Monsieur Ngambi, pour ces mots qui minent la justice congolaise. Nous venons de suivre l'élément 3500 participants. La quantité et la qualité vont faire en sorte qu'on puisse soigner, en tout cas, la justice congolaise. Mais quand même, quand on voit le nombre 3500, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir. Hein. Alors, merci madame. Les nombres m'a fait un peu tiquer. 3500 participants pour 8 jours, c'est plus que la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine avait réuni 2850 personnes et elle a pris 2 ans pour tirer ses conclusions. Mais vous avez 3500 personnes vont constituer combien de commissions et il y aura combien de personnes par commission pour réfléchir et produire. C'est bien des fois, bon, je ne sais pas l'approche méthodologique, mais quand même c'est beaucoup. Je ne pense pas que on peut bien réfléchir à 3500. Deuxièmement, les piliers de l'État. Si ces piliers ne sont pas constitués, la justice sera toujours un fait social et qui ne produira pas le sens voulu de son objectif. Le premier pilier, je le disais, c'est l'ordre public. L'ordre public est installé premièrement par la connaissance de ce que vous êtes, ce que mon collègue a dit. Est-ce que nous sommes Congolais, nous nous connaissons? Aujourd'hui, il y a des repères, on vous dit qu'il faut autant d'enseignants pour telle démographie, autant de magistrats pour telle démographie, autant de médecins pour telle démographie. Mais si tous ces paramètres ne sont pas réunis, le problème c'est que, je ne veux pas dire, comme disait quelqu'un, on peut aller de conférence à conférence, des états généraux en états généraux, mais on n'aura pas trouvé le problème fondamental de réponse. Parce que les premiers états généraux de la justice ont eu lieu en 2015. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Est-ce qu'on a évalué pourquoi ça n'a pas produit? Et je suivis le président dire il ne faut pas rejeter de 2015, mais il faut évaluer et compléter. Je pense qu'aujourd'hui, 3500 participants, les coûts pendant 8 jours. Quand vous prenez tout simplement que chacun doit manger $20 par jour, en termes de repas, en termes de pause café, en termes de déjeuner, peut-être qu'il y aura quelques-uns qui seront logés. Quand vous faites ces budgets-là en termes tout simplement, c'est aussi un paquet important qui sera affecté
je n'aimerais pas que ces paquets soient affectés juste pour la production de beaux discours et avec un bon français et avec des fois la démonstration de l'éloquence. Monsieur Ngambi, au grand mot. Quel est le problème aujourd'hui? Grand mot, grand remède. Donc ce remède, c'est aussi le nombre. Le problème de la corruption de magistrats. Oui. C'est ça qui ronge. Le problème des trafics d'influence. La corruption, trafic d'influence dans le monde de justice, c'est ça là les deux mots les plus clairs. Comment combattre la corruption après avoir démontré l'éloquence et les discours? Comment combattre la corruption dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure? Des fois, nous réfléchissons à Kinshasa. Les magistrats qu'on aurait envoyés à Kayongo, à la frontière avec l'Angola pour rendre la justice, est-ce qu'il y a des conditions de vie? Est-ce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci dans toutes ces conditions-là? Mais celui qui est à Kayongo a besoin de la justice. Celui qui est à Wembonyama, celui qui est à Kole a besoin, c'est un citoyen congolais, a besoin de la justice. Est-ce que les conditions de vie permettent? Il faut construire l'État. Il faut mettre l'État dans des conditions où les gens peuvent vous rendre. La corruption, comme facteur qui déshonore. Nous sommes dans ce pays au monde aujourd'hui, je peux croire, africain, où un policier vous interpelle pour contrefaçon. Comment on appelle? Contravention. Contrevention routière. Ouais. Contrevention routière. Alors, mais quelqu'un qu'on a arrêté prend un téléphone, il appelle un général. Et le général intervient. Pesanga téléphone, pesanga policier on a téléphone. Ditikaya Kende. Les policiers là vous laissent aussi, n'a même pas vu ces généraux qui vous appelaient. Ça pourrait être vous. Est-ce que vous pouvez être en France, madame, le policier vous interpelle, vous appelez un général français? Hein? Vous pouvez être aux États-Unis, le policier vous interpelle et vous appelez le ministre de l'Intérieur. Mais ici, cette interpellation, vous appelez, vous prenez le téléphone, vous appelez le VPM pour une interpellation d'un policier pour contravention routière. Vous appelez le VPM. Il prend le téléphone, il donne les ordres. C'est un problème, tout ça. Trafic d'influence. Alors, vous arrêtez quelqu'un, première personne, je crois, de ça. Nous sommes un pays, je l'ai dit depuis très longtemps, l'ordre public est le point. L'organisation de l'État, c'est le premier point de départ. C'est bien, le président de la République a cette volonté de pouvoir réformer, de pouvoir rendre la justice un outil au service du peuple, pour créer l'équité, pour créer l'harmonie, pour créer l'équilibre entre le peuple. Mais je reste beaucoup sceptique que si les fondamentaux ne sont pas jetés, nous reviendrons encore 10 ans après pour faire d'autres états généraux. Malgré la détermination qu'affiche le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, il est volontariste. Ok. Il est volontariste, mais les pesanteurs. D'accord. Il faut pouvoir travailler sur le pesanteur. D'accord. Vous parlez des pesanteurs, j'aimerais quand même qu'on puisse rebondir là-dessus, parce que c'est la question qui allait suivre. C'est bien beau aujourd'hui, il y a ces diagnostics-là que nous pouvons poser, en tout cas avec toute sincérité, mais quand on parle de pesanteurs, ça veut dire même en coulisses, il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne puisse pas appliquer ce qu'on aura conçu ou arrêté comme mesure. Parce qu'en 2015... Oui, ça c'est éventuellement. Voilà, allons-y. Non, je vous remercie sincèrement. Je salue le professeur Robert Ngambi. Vous savez, je prends la méditation, je parle de ça en termes un peu techniques, la méditation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il est parti plus loin pour citer les Saintes Écritures. Et donc, il est reconnaissant qu'il constate que la justice serait malade. Ça,
C'est un point du départ, parce qu'il y a reconnaissance que la justice serait malade. Et puis il évoque les Saintes Écritures. Mais en évoquant les Saintes Écritures, c'est clair. C'est la morale. Le bien et le mal. C'est ça la justice. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Sous d'autres cieux, on recourt à ça. Les gouverneurs, les administrateurs des territoires, les bourgmestres, ils peuvent rendre cette morale. On a perdu la morale. C'est les partis politiques dont moi et doyen Simon, et tout ça. Nos partis politiques pour former les gens. On ne forme pas les gens pour les amener à la gestion de l'État. C'est la formation, la morale, on perd. Maintenant, il faut restaurer cette justice, tel que l'a dit le président. Mais il évoque une notion importante, la renaissance du Congo. Là, c'est les sciences et technologies de Robert Ngambi. La renaissance du Congo. Ça, c'est élitiste. Alors, professeur Kassongo Munganga de l'économie, la renaissance, c'est la planification. C'est un programme d'industrialisation de la RDC. Parce que si on a un programme d'industrialisation, nous allons peaufiner des textes que Maître va entrer à la Constitution. Parce que les économistes, les démographes, les anthropologues, les juristes vont étudier la planification du Congo à 30 ans. Et c'est quel texte qui serait appliqué maintenant? La Renaissance. Mais les défis, le président a dit qu'il faut identifier. Mais c'est grave. Les 3500 magistrats, moi j'avais 3 dossiers. En tout cas, je les connais pratiquement tous pendant une 30aine d'années. Les magistrats. D'avoir géré l'administration du PPRD, les relations avec les structures spécialisées. Je les connais tous. Bref, il faut les révoquer. Les magistrats. Il faut les révoquer. Je suis dans la pensée révolutionnaire. Donc, le virus étant profond, le virus étant profond, les mêmes causes ne vont pas produire autre chose que les mêmes effets. S'il faut une pensée révolutionnaire, le président de la République doit passer à ce que le président Mosé Laurent Désiré Kabila a fait. Il faut révoquer, parce qu'il faut sanctionner. Ils sont là, ils sont en train de prendre part. Parce que c'est les mêmes qui évoluent en réseautage. En réseautage. Les anciens, je m'excuse professeur Kassomunga, oui. Les anciens de l'INASA et de l'UNIKIN, les anciens de l'INULU et de l'Ovanium. Et ils évoluent en strates et en réseau. Ce qui font qu'ils ne vont rien donner en termes de changement. Ils ne vont rien donner. Ils vont juste gérer les émotions ainsi que les sensibilités. Parce qu'ils vont atteindre ce qu'ils disent dans l'expression courante. Les loups ne se mangent pas. Entre eux. C'est-à-dire, ils ont des pareilles expressions en réseau. Les loups ne se mangent pas. C'est un fléau. Les loups ne se mangent pas. Est-ce que le ministre de la Justice serait-il un loup? Je m'excuse, je salue mon frère bien-aimé Constant Moutamba. Mais je crois qu'après un certain vent, il reste dans l'empire du silence. Et donc, il a senti le choc. Il a senti le choc. Parce que le Congo serait le pays où toutes les organisations terroristes se retrouvent facilement.
se retrouvent. Il y a une organisation américaine financée par les lobbies de production informelle pour orienter vers les églises, c'est-à-dire faire dormir un peuple, et avec des financements chez Américains. Et puis il y a une organisation russe, chinoise, qui sont spécialisées dans les casinos, dans les blanchissements d'argent. Et puis vous avez la présence du Hezbollah, avec implication directe sur la gestion de l'État. Parce que quand une autorité a le don d'une Jeep, qui provient du milieu qu'il ne connaît pas et auquel il roule officiellement, il fait partie déjà de la corruption. Et il a le secteur de sécurité et le secteur public. Il a le secteur de sécurité public. Mais sa mobilité provient d'une organisation mafieuse. Il est au service des mafieux. Commencez à identifier maintenant qui roule dans le bien doté par l'État, qui habite le bâtiment de l'État. C'est ça le vrai problème. Et vous allez entrer dans les organisations des Yakuza, les Japonais. Et toutes ces organisations en plus sur la gestion de la cité. Et eux font partie de la justice. C'est eux le vieux manipulateur de la justice. Wow. Alors, avec toutes ces organisations-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent les dirigeants faibles. Même si on nomme Papa Simon ministre, vous avez vu une contradiction qui serait incidentielle entre le ministre de la Justice et les procureurs. Ces échanges-là par les mots stylistiques, syntaxiques, il y a contradiction de non-respect institutionnel d'un État aux yeux de tout le monde. Et ils étaient là avec ce ping-pong. Ce qui fait qu'il n'y a personne qui respecte personne. Il y a le pouvoir et la compétence liés. Le pouvoir qui nomme, c'est le pouvoir de domination. Mais entre autres, les autres disent non. C'est-à-dire qu'il y a contradiction. Ah, parce que son âge permet qu'il doit être petit. Alors, avec tous ces réseaux, comme recommandation, et je crois la semaine passée, doyen Simon a parlé de l'État. L'État, c'est l'administration. Et ceux qui sont de la justice font partie de l'administration. Ils doivent être sanctionnés par l'administration. Au regard de 10 ans d'expérience sans changement, il faut les révoquer. Il faut des mesures. Ce pays ici, de Lumumba, de Mobutu, de Kasavubu, de Kizenga, de Kimpavita, de Bomboko, de Kabila, de Tshisekedi, le pays ici, s'il n'y a pas de sanctions dures face au réseau mafieux, les arrestations non plus, parce qu'ils ont des amis, il faut les révoquer. C'est-à-dire aujourd'hui là, si on révoque 2000 magistrats, le matin les choses changent. D'accord. Oui, Madame Ambon, quels sont ces différents... on a posé le diagnostic et on a dit le diagnostic réel. Mais quels sont ces mots? Parce que chacun de nous a une part de responsabilité, c'est vrai. Quand on parle de la justice, on ne voit pas que les magistrats. Hein, quand l'exemple que M. Ngambi a donné, quand on nous arrête, quand nous prenons notre téléphone, nous appelons. Donc, quels sont ces... Allons-y. Expliquons un peu. Le trafic d'influence. Madame, j'ai lu dans le dictionnaire tout à l'heure, c'est quoi la justice? La justice, c'est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui.
Et une autre définition, on dit, c'est faire respecter le droit de chacun en punissant particulièrement ceux qui ont mal agi. D'abord, vous donnez à chacun ce qu'il mérite et punir aussi celui qui a mal agi. Est-ce que nous appliquons ça dans notre pays? Parce que la justice, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des magistrats, les auxiliaires de justice, les avocats, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde. Le bureau 2 ou bureau D? En bas. De renseignement. C'est qu'on appelle bureau là. C'est 2 ou D? 2. Bureau. Zolé. Ok, alors c'est... Est-ce qu'on respecte le droit de chacun? Est-ce qu'on punit celui qui a mal agi, qui qu'il soit? On vous arrête par le policier. Mauvais stationnement ou il y a encore d'autres griefs. Quand vous êtes conscient que vous avez mal agi, pourquoi téléphoner? Acceptez de payer ce qu'il faut. Mais quand même les policiers aussi, ne répéterez plus. Mais quand les policiers aussi exagèrent, donc on essaie un peu de négocier. Tout est donc c'est tout le monde qui est dedans. Toutes les fautes. Ok. Il y a des prospectus. Ouais. Quand vous commettez une faute, il y a des montants à payer. Les policiers de roulage n'aiment pas ça. On vous amène là où il faut, on vous fait la note de perception, vous allez vous acquitter à la banque. Vous apportez les preuves, on délivre votre voiture. Mais et vous? Et le monsieur, vous commencez à papoter, voilà, on peut... Donc, le corrupteur, le corrompu viennent, ils se mettent ensemble, voilà, et voilà, l'affaire est classée. Là, c'est pas la justice. Là, c'est une facilité. Et vous avez privé le trésor public de ce dont il a droit. Donc, madame, les mots, le ministre Constant Moutamba les avait cités, l'impunité, la corruption, toutes ces antivaleurs. Mais pour que nous puissions mettre fin à ce genre de choses, il faut mettre fin à l'impunité. J'ai dit ici, donner à chacun ce qu'il mérite et punir. Et dans notre pays, nous avons un problème, on ne punit pas. Qu'on soit conseiller, qu'on soit ministre, qu'on soit directeur général, qu'on soit PCA. Vous commettez une faute, mais on ne vous punit pas. Parce que vous êtes de l'UDPS, parce que vous êtes du PALO, parce que vous êtes. Et là, la loi n'est pas appliquée. Parce que la loi ne doit pas tenir compte de ça. Madame, nous avons vu aux États-Unis, l'actuel président qui vient d'être élu, il était arrêté. Mais un ancien président de la République, il a fait face à la justice. Voilà les pays où la justice respire. Parce que quand la justice respire, personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde se met en ordre. Et vous payez ce qu'il faut payer. Mais ici au Congo, qui dit-moi qui est en deçà de la loi, qui respecte la loi, qui craint de commettre une erreur par crainte d'être arrêté? Parce qu'il suffit de le faire. Nous avons vu beaucoup des autorités ici commettre des bêtises. Vous avez vu des autorités se battre. Vous avez vu des autorités mettre la main dans la caisse. Mais on a puni qui? Voilà, je suis de l'Union sacrée, moi je suis, voilà. La loi n'est pas appliquée, la justice n'est pas dite. Donc on peut faire des forums comme ça. D'ailleurs, il y en a eu en 2015, on a répété ça avec 350 résolutions, mais évaluer où nous en sommes pour que nous puissions encore organiser les états généraux. Je crois que peut-être dans 2 ans, un autre ministre organisera encore les états généraux. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas. Je crois qu'il y avait des mauvaises résolutions en 2015, mais pourquoi on ne l'a pas appliqué? La situation ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas... Dans le discours du président, il a parlé de la prise de conscience collective. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Tu fais du mal, Robert, tu as mal agi, tu dois aller en prison. Et tu acceptes que tu dois aller en prison. Mais il n'est pas commencé à appeler, voir, moi je suis secrétaire général, on ne peut pas me voir en prison, mais vous êtes un être humain. Et vous commettez des erreurs. Vous commettez des erreurs et acceptez d'aller en prison. Et moi, j'aimerais... Il y a une dame, la ministre, qui est interdite de quitter le sol parce qu'il y a une affaire de malversation. Voilà, c'est là que nous voulons qu'on applique la justice.
Si elle doit faire la prison, qu'elle fasse la prison. On ne doit pas dire, voilà, parce que c'est une femme, elle est de l'union sacrée, Tozipamoto. Non. Appliquons tout simplement la justice. Celui qui a mal agi doit faire face à la justice. Qui que vous soyez, madame, que vous soyez El Campbell, que vous soyez Lokaka, non, il peut y arriver que vous soyez professeur, mais dès que vous tombez dans le panneau, on n'a pas appelé qui, on n'a pas appelé Kamouleta pour qu'ils disent non, déclasser son dossier, non. Vous devez aller en prison. C'est comme ça que les gens auront peur de toucher l'argent du pays. C'est comme ça que les gens auront peur de... Tous ces états généraux-là, la finalité, c'est l'application de la loi. Et tant que cette loi n'est pas appliquée aux citoyens, il y aura l'impunité, la corruption ira grandissante, les antivaleurs, vous aurez des Balthazar, on ne les touche pas. Ah, il y a des Balthazar quand même. Voilà, on ne les touche pas. Or, quand la justice respire, il n'y a pas d'intouchable. Okay. Qu'on soit chef de l'État, Premier ministre, vous êtes mis en examen, la prison. D'accord. Maître, messieurs leaders, est-ce que les conditions de travail, ils ne sont pas dans les conditions de pouvoir rendre justice? C'est ce qu'ils disent, que ce soit les magistrats, qu'on dise des magistrats véreux, que ce soit les avocats eux-mêmes qui disent que bon, nous donnons aussi, des fois nous arrivons à voir avec les magistrats comment est-ce que nous pouvons nous retrouver, trouver un terrain d'entente. Et dans tout cela, ce sont les clients comme les Lokaka qui sont tournés en bourrique. Alors, les conditions de travail quand même ne permettent pas à ce qu'on puisse rendre justice, n'est-ce pas? Madame, avant de parler sur les conditions de travail, je pense qu'il faut d'abord voir la situation profonde que traverse ce pays. Les problèmes liés à la justice est intimement lié à la situation sociale de la République, l'économie du pays. Et cette situation a pour conséquence ou retombée les injustices sociales avec comme association devant les instances judiciaires. Déjà, d'entrée de jeu, moi personnellement, je salue les discours du chef de l'État parce que le président de la République, lorsque vous le suivez et vous le comprenez, c'est une personne qui écoute beaucoup et qui porte à cœur les propositions qui lui est soumises régulièrement et qui tend sa main pour que ces populations se réalisent. Mais il s'est fait que certaines personnes qui sont à côté du président n'aident pas le chef de l'État à pouvoir faire matérialiser sa vision, ce qu'il entend voir par rapport à l'évolution du pays et dans ces cas de figure par rapport à la justice. Normalement, les États généraux devraient servir à résoudre une crise. Lorsqu'on dit États généraux, il doit y avoir nécessairement une crise et que les propositions de résolution de ces crises soient également soumises pour que nous quittions un camp quelconque pour un autre camp. Mais nous avons déjà constaté de prime abord que lors de l'organisation de ces États généraux, le format utilisé n'est pas le format approprié. Ça, c'est nos analyses. Pourquoi? Nous constatons plutôt que c'est un format populaire. Lorsqu'il y a 3500 participants, il est difficile que la foule réfléchisse. Alors que nous devrions adopter plutôt un format scientifico-technique. Que l'on choisisse des techniciens, des experts des différents domaines ou des différents corps. On prend des représentants venant des barreaux, particulièrement des avocats. On prend un échantillon des magistrats. On prend un échantillon des OPJ, APJ. On prend un échantillon des huissiers de justice et des greffiers et ainsi de suite. Pour que les travaux se fassent dans des commissions ou dans des ateliers. Mais d'après ce qui se passe, c'est plutôt des panélistes qui viennent, qui réunissent les autres et ils sont en train de parler. Et c'est une relation de verticalité,
une personne qui est au-dessus, qui produit sa matière selon lui, et les participants devront participer en posant des questions, et c'est comme si on s'adressait à un Dieu qui donne des réponses. Alors qu'il y a des vraies questions. Il aurait fallu que la commission préparatoire de ces états généraux puisse commencer d'abord par détecter, à dénicher des problèmes cruciaux qui rongent la justice, qui empêchent ou qui créent obstacles à la matérialisation de la bonne administration de la justice dans ces pays. Ces problèmes sont Et connus. quels sont ces problèmes qui sont connus? Il y a un problème d'infrastructure, comme dit tout à l'heure. Les bâtiments où travaillent les magistrats sont dans quel état dans tous les pays? Si nous allons ici à Kinshasa, à Ngaliema, au tribunal de paix de Ngaliema, le parquet qui est rattaché dans ce tribunal a été construit par quel fonds? Est-ce que c'est le fonds de l'État? Je ne pense pas que ce soit le fonds de l'État. Puisque si c'était le fonds de l'État, cela devrait s'étendre dans toute la République. Et si nous allons également dans l'arrière-pays, les magistrats travaillent dans quelles conditions? Ceux qui sont affectés dans l'arrière-pays, ils bénéficient de quels moyens pour être logés? C'est une question qu'il faudrait normalement résoudre. Quand on vous envoie dans l'arrière-pays, on considère comme si vous étiez puni en fait. Donc c'est une punition, c'est une sanction qu'on vous inflige. Mais apparemment, et à peine, Comme si c'était les nouveaux magistrats qui sont partis dans des provinces dans l'arrière-pays, chacun s'est acheté sa table, sa chaise, ses moyens pour qu'il soit quand même fonctionnel et dans le but de distribuer la justice pour tous les Congolais. En principe, l'État devrait s'assurer qu'on puisse doter tous les magistrats d'un matériel infrastructurel capable de faciliter la gestion de la justice. Lorsqu'on vient sur le plan technique, est-ce que nos magistrats aujourd'hui ont-ils des ouvrages scientifiques qui pourraient appuyer leur appréciation par rapport à la justice ou encore des lois? Est-ce que l'État donne ne serait-ce que le papier, les stylos ou encore autre chose pour que le magistrat ait la possibilité? Ce sont des choses qui devraient être définies par la commission préparatoire et soumises aux États généraux. Ensuite, qu'on crée des ateliers ou encore des commissions d'enrichissement spécialisées pour que nous ayons des réponses claires. Et comment résoudre la question? Lorsque nous avions étudié, on a pris à l'université. Le professeur Kalongo Mikaï de Rez Mémoire nous disait toujours que la justice est gratuite et elle doit être gratuite. Est-ce que le paisible citoyen, M. Jean Lokaka qui est là, lorsqu'il va pour saisir la justice, va-t-il payer des frais ou ne va-t-il pas payer des frais? Ce sont des questions qu'il faudrait se poser et chercher comment résoudre, puisque l'économie du pays ne permet pas à la population d'avoir l'accès facile. Alors, doit-on enlever cette gratuité pour que cela soit remplacé à des situations telles que nous vivons, à une justice d'effort? Alors, moi, je pense que le ministre Moutamba et ceux qui sont membres de cette organisation devraient d'abord revoir les formats et les contextes pour pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, on dit que le magistrat serait corrompu. Est-ce que la corruption n'est pas un véhicule à sens unique? La corruption est un véhicule à deux sens, pour se faire bien comprendre. Là où il y a un corrupteur, il y a aussi un corrompu. Ouais. Ça peut être un avocat, ça peut être un huissier de justice, un greffier, ça peut aussi être une personne qui va en justice. Ce sont des mots qui rongent, mais il faudrait trouver des mécanismes pour résoudre cela. À mon avis, moi j'estime que ce qui se passe aujourd'hui pouvait être réglé au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que dans nos deux chambres du Parlement, il y a une commission qui est appelée la commission PAJ, qui pouvait recueillir les besoins directs de la population en ce qui concerne la matière de la justice, qui pouvait entrer en contact aussi avec le Conseil supérieur de la magistrature et les corps des professionnels rattachés à la justice. Ça pouvait être géré sous cet angle-là. Alors, vous ne donnez pas apparemment beaucoup de chance à ces états généraux, parce que les tableaux que vous venez de peindre, si vous étiez approché, si vous avez invité, qu'est-ce que vous alliez faire là-bas pour changer les choses comme expert? Bon, personnellement, les résultats qui pourraient ressortir de ces états généraux seront peu efficaces. Parce que il n'y a pas
des travaux de commission. Vous êtes un prophète de malheur. Non, pas un prophète de malheur, je suis un réaliste. Là où il n'y a pas de travail de commission, même à l'Assemblée nationale où il y a 500 députés, il y a toujours des commissions pour faciliter les travaux. Okay. Mais lorsqu'il y a des panélistes, nous n'avons qu'une relation de verticalité et il n'y a pas des relations de Professeur Kassongo Munganga, oui, les États généraux sont convoqués. Le président de la République, ce n'est pas la première fois qu'ils le disent tout haut que notre justice est malade. Il revient sur ça chaque fois. On devrait quand même tenir ces états généraux. Oui. Oui, avant de répondre peut-être à votre question, madame, c'est que notre frère dit que nous ne sommes pas aux états généraux, il dit qu'il n'y a pas de commission. Ouais. Oui, il n'y a que des panélistes. Panélistes un exposant. Un exposant est là, il dicte la matière et puis les autres peut-être. Madame, ça va, mais ça pourra m'étonner. Moi, je suis né du temps du MPR. Hein? Enfin, pas grand. J'ai terminé plutôt les études. Dans les temps, vous savez qu'il y a eu mon expérience là-dessus. Il y a eu le premier congrès du MPR, je crois, en 1972. D'autres n'étaient même pas encore nés. Surtout quand n'étaient pas encore nés. Alors, il y avait des gens qui venaient de tous les coins du pays. Alors, il y avait beaucoup de gens. Il y a eu d'abord, avant des assises en scellé, il y avait des commissions qui avaient préparé ça. Commission politique et juridique présidée par Feu Gonze Kareli-Bond, commission économique et financière présidée par j'ai oublié un peu son nom, Makanda Kabobi, et commission sociale présidée par Ilego Songoam. Alors, moi j'étais économiste, bien sûr, nous étions dans la commission économique et financière. On avait déjà travaillé et il y avait même donc les résolutions prises. Les résolutions prises. Alors, si bien que... Des propositions de résolution. Oui, les propositions de résolution. Si bien que quand il y avait en scellé, il y a toute une réunion, plutôt des débats, mais ça fait que les décisions, ou bien l'orientation, celui qui préside, il sait déjà à quoi ça doit aboutir. Donc, on avait déjà fait ça. Sauf, souvent, tout est déjà préparé. Il n'y a que quelque chose qui peut ressortir, qui peut créer un débat. Comme par exemple, quand il s'agissait de ce qui était arrivé dans la situation politique, Mobutu avait dit que tout enfant a un père. Alors, c'est bien que les femmes avaient sauté, les hommes ont sauté là-dessus. Donc, nous devons reconnaître la polygamie. Alors, la polygamie, on reconnaît la polygamie. Et les femmes, justement, n'étaient pas d'accord. Alors, ça a créé, peut-être, ça a créé un débat. Les femmes ont recouru à maman, Mobutu, tout ça. Bon. Alors, donc, c'est dire que quand il y a, peut-être, il y a 3000 comme ça, ce n'est pas tellement de ce qui va de toutes ces discussions-là. Il y a déjà des décisions. Donc, on a déjà préparé un peu les résolutions au départ. Okay. Bon. Alors, peut-être... Mais pour vous compléter, avant ces états généraux, il y a eu des travaux préparatoires, il y a eu des travaux en commission au mois d'octobre. Oui. Ouais, donc, c'est ça dont vous... donc, moi, c'est que concernant la justice ici, je n'ai pas tellement grand-chose à dire. La justice se porte bien. Non, ce n'est pas que ça se porte bien. Je souscris à ce que les intervenants ont pu dire. Okay. Qu'est-ce que les intervenants ont pu dire? D'abord, de façon générale, le magistrat suprême, le président de la République, il a dit, c'est lui-même, il a dit que on cherche une politique, une justice qui est crédible. C'est-à-dire que le peuple doit avoir confiance dans notre justice. Et pour cela, nous devons sanctionner positivement les magistrats
et les magistrats qui est fautif, il n'y a peu, l'État n'est plus encore, l'expression qui a été utilisée, on ne doit plus encore attendre tout ça, on punit immédiatement. Mais il y a peut-être une justice qui est mal donnée parce qu'on n'est pas compétent. Et c'est pour cela qu'il a pu suggérer la création du parquet financier. Alors, mais les autres intervenants qui sont intervenus, j'ai beaucoup apprécié Mende, Lambert Mende, justement, et même le président, notre ministre de la Justice, Mende qui a pu dire que la justice c'est une institution politique nationale, ce n'est pas un syndicat de magistrats. Et pour cela, il a pu suggérer la restructuration du conseil judiciaire de la magistrature, que là-dedans, le gouvernement doit être représenté. Et puis, pourquoi pas même, peut-être comme en France, et que c'est le président de la République ou bien son représentant, ministre de la Justice, qui doit même présider le conseil supérieur de la magistrature. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu correct, de façon que quand on dit que le président, c'est le magistrat, et c'est le magistrat suprême, qu'on puisse voir quand même ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, ce sont des idées qui seront discutées au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Okay. Quand il y a peut-être des fautes, donc on va les signaler là-bas, plutôt qu'ils soient tenus à l'écart. Mais sans que, pour autant, ce qu'a dit même Mende aussi, sans qu'on puisse empiéter sur l'indépendance des juges, des magistrats assis, mais seulement on doit agir, le président, on doit avoir l'œil et le bon sur les magistrats debout. Hein, donc, j'ai trouvé que personnellement, je n'ai pas tellement grand-chose à dire là-dessus. D'accord, merci beaucoup pour... vous êtes revenu sur ce qui a été dit, c'est vrai, par Lambert Mende, et ça éviterait aussi ces jeux de ping-pong auxquels nous assistons entre le ministre de la Justice et les procureurs, tout ça. Voilà. Ça a été conçu. Voilà. On était dans le principe de séparation des pouvoirs. Oui. Voilà, donc, la révision de la Constitution peut-être. Bon, allons-y, monsieur Herry. Oui, on est habitué à donner de la carotte. La carotte et le bâton, peut-être on l'a caché quelque part, le fouet on l'a caché quelque part, c'est pourquoi l'impunité bat son plein dans notre pays. Alors nous pensons qu'avec ces états généraux, on va quand même appliquer ou faire appliquer la loi. Eh bien, cela doit être effectif, madame. Ça doit être effectif, ça ne peut pas rester dans le discours, en fait. Le discours, c'est la carotte, hein. les discours, ce n'est pas non plus la carotte, mais c'est la bouillie ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais avant vraiment d'approfondir mes analyses, d'exposer mes analyses, je vais d'abord commencer par une phrase. Une fois, j'avais entendu dans un bis, New Transkin, à l'époque. En fait, les chauffeurs de New Transkin avaient violé le code de la route. Mais quand il a violé le code de la route, le roulage l'a interpellé. Quand le roulage l'a interpellé, le receveur a répondu à lui, papa, constitution kutuba policier mazo respecté té. Hein? Bible kutu, pasteur mazo respecté té. Au bon yo linga to respecté code de la route ou ça na poto. Oh. Mais bien évidemment, c'est là que les véhicules ont commencé, c'est là qu'ils ont commencé à ordonner les circulations routières, et puis c'est eux qui nous ont produit le code de la route, en fait. C'est un raisonnement, on peut les considérer comme terre à terre, mais ça ressort beaucoup de choses dans ce que les receveurs qu'on peut ignorer. On peut croire que Aïbielo comme mon côté, d'accord, mais la profondeur de son analyse
Il a commencé par la loi suprême, la Constitution, qui est la loi fondamentale. Il touche à la Bible aussi. Voilà, qui est moral, éthique, consort, tout ça, que les gens ne respectent pas Bafou. Alors, pourquoi vous voulez que moi, je puisse respecter juste le code de la route Voilà, donc, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai commencé à raisonner. Comment peut raisonner comme ça? Mais il fallait analyser maintenant pour comprendre la logique de sa pensée. C'est-à-dire, comme on dit, un escalier, on ne le balaye pas de bas en haut, mais un escalier, on le balaye de haut en bas. Parce que si vous commencez à balayer un escalier de bas en haut, vous n'allez rien faire. D'accord? Et aussi, madame, le vrai problème, en fait, pas le vrai problème, parmi les problèmes qui rongent notre justice, c'est aussi cette justice-là que moi j'appelle, dans mes analyses que je fais, la justice émotionnelle qui est rendue souvent au Congo. Comment est-ce que je définis cette justice émotionnelle? Plus vous avez les accointances politiques, plus vous êtes un parti au pouvoir, vous faites partie de la mouvance au pouvoir, plus vous faites partie d'un réseau, d'accord, moins la justice s'applique sur vous. Peu importe votre situation, que vous soyez celui auteur d'une infraction ou victime de l'infraction, surtout quand vous êtes auteur de l'infraction, vous avez la justice est clémente envers vous. Mais quand vous êtes éloigné de la sphère politique, vous êtes un citoyen lambda. Vous êtes un citoyen lambda, la justice s'applique dans toute sa rigueur sur vous. D'accord? Regardez un Koulouna, ou soit quelqu'un qui a volé seulement un pain ou une bouteille d'eau parce qu'il avait faim dans un marché, la manière dont les policiers vont le prendre et le soulever. Et comparativement à celui qui a détourné des millions, d'accord? Celui qui a détourné des millions, madame, il est respecté par rapport à celui qui a pris une bouteille d'eau juste pour boire. D'accord? Mais c'est aussi ça. Hein? Cette différence. Et le peuple voit tout ça. Et le peuple voit tout ça. Y compris les receveurs. Y compris le receveur, il voit tout ça. Le premier à violer le code de la route, madame, ce n'est pas les citoyens lambda. Ce sont les autorités. Malgré toutes les mesures, la campagne lancée par Jacquemain Chabani, le chef de l'Étoile lui-même avec les gyrophares. Au début de son mandat, de son premier mandat, il fallait arrêter avec les gyrophares, tout ça. Mais le son des gyrophares qui retentissent dans la ville, c'est comme si c'était les ambulances qui partent en urgence. Mais quand vous regardez, des fois les cortèges sont même vides. D'accord? Moi je dis toujours, est-ce que nous-mêmes, ceux qui sont censés rendre la loi, la justice, est-ce qu'eux-mêmes comprennent ce que c'est la justice? Ils sont au-dessus de la loi. Est-ce qu'ils comprennent ça? Et les auxiliaires de la loi, de la justice, en fait, qu'est-ce qu'ils comprennent par ça? Et les gens manipulent la justice comme un moyen d'accéder à certaines faveurs, comme un moyen d'accéder à certains luxes, avantages qu'eux-mêmes ne peuvent s'offrir en dehors de ces fonctions, madame. Et voilà pourquoi même cela influe même sur le comportement politique, d'accord, quand la mouvance bascule pour chercher la protection. Tout le monde bascule. Tout le monde aussi bascule. Il ne bascule pas pour soutenir le chef de l'État, soi-disant, la vision, machin, tout ça, mais il bascule parce qu'il se sent fragilisé et faible, se mettre à l'abri pour protéger leurs intérêts. Regardez même la salle, madame. Je ne sais pas sur quelle base de critères les participants ont été recrutés, mais quand vous observez, ce sont les anciens détourneurs. D'accord? Ce sont les anciens, les gens qui ont été longtemps soupçonnés d'actes de détournement, de fraude, qui ont embelli et rempli la salle. Mais je me dis, en fait... Alors, qu'est-ce qui va sortir là? Qu'est-ce qui va arriver? Même si c'est ça votre analyse. Mon compatriote, quand il a dit tout ça,
ceux qui se retrouvent au Sénat, mais ce sont les anciens gestionnaires des institutions. Ils ont été ministres, DG, machin, tout ça. Mais ce sont les mêmes gens dont on a eu à reprocher d'actes de détournement. Mais c'est eux aujourd'hui qui sont censés maintenant contrôler les institutions. Mais en fait, nous attendons à quoi? Nous attendons à quoi? C'est la même chanson, on veut juste changer la mélodie. La mélodie, d'accord. Mais quand on va entendre les paroles en profondeur, nous saurons que c'est ça, c'est la même chanson, mais on va changer l'instrumental, tout ça. Voilà. Chanté ou interprété par Barbara Kanam. Voilà. Mais c'est pas ce que nous voulons réellement. Okay. Dans la volonté politique du chef de l'État, c'est pas ce qu'il veut réellement. Mais qui peut pouvoir matérialiser cela? Mais Constant Moutamba est là, il a commencé, non? Constant Moutamba, à un certain moment donné, c'est un frère, c'est un ami, ok. Mais à un certain moment donné, je vois un ballon qu'on avait soufflé, monter, par après, il commence à perdre. D'accord? Maintenant, il doit choisir entre conserver le pouvoir il est dans l'embarras. Et être en dehors du pouvoir. Ça veut dire être à la merci aussi de ceux-là dont lui, il avait... voilà. Donc, en fait... voilà, c'est un jeune ministre dont il attendait des réformes, la volonté réelle. Mais ce qu'il constate, c'est décevant. Ce n'est pas la personne qui va amener le changement dont on attend tous. Donc, il a quand même des leçons à donner aux gens. Voilà, madame, en fait, pas pour citer, pour rouler, je dirais, il nous faut réellement construire. Je peux être protégé de Robert Ngambi, madame. Puisque vous avez vous-même adopté construire, allez-y. Si, bon, en fait, aujourd'hui, pour guérir notre justice, il faut que le chef de l'État puisse mettre réellement le point sur les i pour que l'État des droits soit effectif. Parce que, au moins, poser la fondation de l'État des droits, parce que ça ne sera pas effectif avec les seconds mandats qui ne restent que 4 ans, mais poser la fondation. Comme mon aîné Lokak a dit, il faudrait une commission, d'accord, pour commencer à travailler sur certains dossiers que gèrent certains magistrats, dont certains jugements qui ont été rendus. Commencez un peu à analyser ces jugements. Dans quelles circonstances ces jugements ont été rendus? Quels sont les magistrats qui avaient entre le maître et le détenu? Mettre un peu de l'éthique et de la déontologie dans le métier. Alors là, si c'est comme ça, chaque Congolais doit venir avec son dossier. Chaque Congolais est déçu de cette justice. Voilà, parce que tous ces gens-là, mais ils sont dans un système, ils sont dans un cartel. Je ne vois pas d'importance même de tenir ces états généraux. Parce que ce sont eux-mêmes qui viendront avec les propositions, des propositions qu'eux-mêmes vont étouffer par après, et nous serons dans un cercle vicieux, en fait. D'accord. Monsieur Pompon, je me dis, c'est de l'argent perdu ou quoi? Parce que quand on attend ici, bon, c'est un cercle vicieux. Eux-mêmes, ils sont à la fois auteurs et ils vont chercher à se protéger par après. Alors, qu'est-ce qui va sortir de ces états généraux de la justice? Finalement, notre justice restera une justice malade. Bon, par après, après ça, on dira, bon, elle commence à être guérie et puis elle va faire une rechute. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Madame, moi, je pense que les problèmes de la RDC, c'est l'homme congolais. Parce que la définition littéraire de la justice, même un Chinois le sait. C'est rendre une justice équitable et éviter les inégalités. Je pensais que vous alliez parler mandarin, mais allons-y. Non, c'est-à-dire même en chinois, même en belge, tout le monde sait que non, la justice, c'est rendre, c'est donner à quelqu'un qui a une raison, donner la raison à la personne qui a la raison. Bon, chez nous,
les états-majors, tout, ça ne pose pas de problème parce que ça, c'est la deuxième fois, je crois, 9 ans après. Mais le problème en RDC, c'est l'applicabilité de ce que nous voulons. C'est ça qui pose problème. Mais quand on dit déboulonner le système là, au niveau de la justice, comment y arriver alors? C'est ça que j'en arrive, madame. Voilà. Vous savez déjà, nous avons une autre devise qui dit justice, paix, travail. La question que moi je me pose, entre la justice et la paix qui précède l'autre. Parce que si nous analysons à l'Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid. Après l'apartheid, il y a eu une justice transitionnelle ou une justice, c'est-à-dire la réparation de mots. C'est-à-dire la paix a précédé la justice. Il y a eu d'abord, on a fini avec l'apartheid, il amène à la paix, et puis maintenant, il faut instaurer la justice. Qui étaient les bourreaux? On doit sanctionner les bourreaux pour décourager, peut-être demain, si quelqu'un pouvait encore faire la même chose. Ça dit d'abord la paix. Mais regardez déjà dans notre architecture qui est la Constitution, on parle de la paix qui précède la justice. Ça pose un problème. Deuxièmement, nous sommes un État qui est agressé. Peut-on traiter une justice ou la paix d'abord? Parce que la conférence ou l'organisation qui se passe ici au niveau des centres financiers, mais il y a d'autres coins de la République qui ne se reconnaissaient pas, qui ne se reconnaissent pas à ça. N'est-ce pas? Donc il y a déjà un problème en RDC. On doit d'abord traiter la maladie qui est l'agression, et puis on va parler de la justice après. Les ministres de la justice, c'est mon analyse, madame. C'est mon analyse. Parce que la paix, là, bon, il y a quand même des zones, de zones où il n'y a pas. Est-ce qu'on ne peut pas commencer quelque part là? Est-ce que si la justice n'est pas traitée, ceux qui sont allés au fond rejoindre les AF, on les appelle comment? Les ADF, les M23, tout ça, comment est-ce qu'ils seront jugés si la justice n'aurait pas au préalable mis ce qu'il faut pour les dissuader ou dissuader les Congolais qui ont dans leur tête? Madame, vous savez, il y a une loi foncière, il y a une loi foncière qui dit celui qui construit sur autrui, construit pour autrui. Ouais. Vous savez qu'il y a, on appelle ça les biens lidiques de l'État, la Foire internationale de Kinshasa. Il y a des appartements qui sont là-bas. On connaît bien qui a construit cet appartement. On paye $3 000 le mois, il faut payer anticipativement 3 mois pour occuper cet appartement. Alors que c'était des maisons sociales construites par l'État, où on payait à moins cher. Les motels Fikine. Alors la personne qui a construit, on a un ministre de la Justice. Pourquoi ne pas prendre ces dossiers pour remettre ça à l'État congolais? C'est ça la justice, n'est-ce pas? Au lieu de faire des gymnastiques avec des états généraux, il y a des dossiers parce que l'État, c'est quoi, madame? On aille droit au but. Non, mais non, qu'on aille droit au but. Madame, l'État a été créé pourquoi? L'État a été créé sur les cendres de la guerre. Et l'État a créé pour résorber une crise constatée. Comme l'État n'avait pas de moyens, l'État a créé des moyens via ses entreprises et services de l'État. L'État a créé des entreprises pour renflouer la caisse de l'État. Comme on a le ministère qui vient avec la politique de conception pour faire avancer l'État, le ministre est là avec des cours et tribunaux. Donné à l'État, on vient de voter un budget de 18 milliards, tandis qu'on a 3 rapports déposés. Premier rapport, c'est Youssaïdi en 2012, où Youssaïdi a dit les budgets de l'RDC s'évalue à 4 milliards, tandis que les individus détiennent 15 milliards. Le professeur Luzolo Bambi vient avec le même rapport, 15 milliards de dollars, l'IGF idem. Donc on a des rapports. Le ministre de la Justice, Aokene Moussikate, il va demander seulement à Madame Tchoumi, vous avez besoin de moyens? Moi j'en ai. Les moyens là, 15 milliards de dollars. Ces gens-là sont estampillés, sont connus. Papa, toi, tu étais ministre pendant 15 ans. On vous paye $6 500 le mois. Vous avez fait 10 ans, 5 ans. Comment vous pouvez avoir autant d'immeubles à la Gombe? Une maison de 8 millions de dollars. Est-ce que le ministre de la Justice, en faisant cela, mais c'est ça son boulot, procédant de cette manière-là, sera-t-il lui aussi protégé, accompagné? Il se sentira, ne se sentira-t-il pas en danger? Parce que vous avez parlé d'un système. C'est un système qui a pris des racines. Et comment y arriver? Comment déboulonner? Ok. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire comme analyse. Okay. On a besoin de faire avancer notre pays. Alors, pour y faire avancer les pays, on doit éviter de faire des cosmétiques. Parce que louer cette salle-là de 3500 personnes,
c'est énorme. Les profs viennent de le dire. Si on donne un per diem de 20 $ fois 3500, allez-y comprendre, madame. Plus les médias. Alors, au lieu de gaspiller encore de l'argent, les médias tranquilles. au lieu de gaspiller aussi de l'argent comme ça, moi je pense qu'on devrait faire des réunions stratégiques au niveau du gouvernement, voire même de l'Assemblée nationale, pour voir dans la mesure possible comment aider l'État à avoir autant de moyens. Vous avez autant de moyens volés par l'État, en tout cas on doit aider l'État, parce que s'il faudrait faire une étude comparative, l'Afrique du Sud l'a fait. L'Italie avec Berlusconi, avant l'arrivée de Berlusconi, il y a une justice comme ça que l'Italie a fait parce qu'il y avait des gangs. Donc c'est-à-dire que si réellement nous aimons l'État congolais, moi je pense que les résolutions sont là. Appliquons-les, dépoussiérez-les dans nos tiroirs, évitons de faire gaspiller encore à l'État de l'argent pour rien. Parce que, vous savez, Constat a débité avec des publicités, avec des comment dirais-je, des mini-meetings, tout ce qu'il a eu à faire. Moi, je pense que c'était juste pour avoir la santé financière aussi. Parce que hier, quand j'ai suivi son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au président, et puis son discours, lorsque vous le lisiez plutôt, vous sentez un peu de Machiavel derrière ses discours. Parce que Machiavel a fait 2 ouvrages. Le deuxième ouvrage de Machiavel, c'était à cause des disgrâces. Les princes Machiavel. C'était pour flatter les rois. Parce qu'il y a eu des disgrâces par rapport au roi. Alors, quand je lis les discours, il a flatté les présidents du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que... Non, mais il a flatté les présidents pour dire que je suis là pour vous. Vous vouliez qu'il dise quoi alors? Non. Les problèmes, il est là pour matérialiser la vision du chef de l'État. Non, matérialiser la vision du chef de l'État, oui, madame, oui, on n'en disconvient pas. En matière de la justice. On n'en disconvient pas, mais dans des pays sérieux, on ne parle plus de la vision d'un individu. Certes, c'est une institution. On parle de la nation. Vous savez, le ministère de la Justice, c'est un ministère régalien ou traditionnel. C'est un ministère qui est né au même moment que l'État, parmi les 6 ministères. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne la charge de ces ministères, c'est comme si vous êtes un président par entier. C'est-à-dire, lorsque vous venez... Parce qu'un ministre a une obligation de résultats. Mais il avait commencé comme ça. Vous avez dit non. Mollo, non. C'est comme si vous considériez comme. Mais il a mis un peu de vin. Non, madame, je dis non. Dans son moi, vin. Je n'ai pas besoin de discours. Je n'ai pas besoin de son attitude. J'ai besoin de résultats. Et je dis par rapport aux résultats, ces ministères-là ont beaucoup de moyens. Il y a au moins 15 milliards qui se volatilisent, qui traînent. Il peut récupérer ça. Parce qu'il y a des dossiers, il y a des rapports qui traînent encore sur nos bureaux. Il peut aller prendre ça, Luzolo Bambi, parce que l'État, ce n'est pas l'État de Luzolo Bambi. L'État, c'est la continuité. L'État, ce sont des textes. C'est-à-dire, Luzolo Bambi a dit ceci, donnez-moi ça. Et puis ça, ce n'est pas une question de texte. Ce n'est pas plutôt une question de le rapport est obsolète, non. Oh, la société est volée, non. Ça, c'est un rapport qui existe. Il peut prendre ça, et puis les noms sont connus dans les rapports. On connaît ces noms-là. Il peut prendre ça. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense que c'est ça. Et on doit nous éviter avec ces genres de théâtre, madame. D'accord. Les textes en RDC existent. Le problème de la RDC, c'est l'applicabilité de ces textes. D'accord. El Campbell. Oui. C'est du théâtre? Bonjour. Est-ce que c'est du théâtre? Qu'est-ce que les États généraux vont produire avec tout ce que nous venons d'entendre ici? Qu'est-ce que nous pouvons, à quoi devons-nous nous attendre à ces États généraux? D'abord, madame, permettez-moi de dire que je suis un peu déçu des analyses qui sont faites sur cette question, ici, autour de la table. Parce que tout le monde, malgré que tout le monde sourit, je recommande de sourire, hein, mais pour cette question ici, les gens devaient s'abstenir de sourire. C'est la détresse. On ne peut pas sourire quand on est en détresse. Le pays est en détresse. Il ne faut pas sourire. Alors, deuxièmement, moi je viens d'entendre un chapelet des conditions d'impossibilité. D'impossibilité. Tout le monde a, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et vous voulez que quoi? Votre oncle belge ou c'est pas moi vous donne la solution sur la table. Ce que vous voulez. Prenons-nous en charge.
C'est pas facile de construire un pays, mais il faut passer par là. Il faut commencer quelque part. Ces pays que vous admirez là, dans un pays bien fait, il y a ceci, il y a ça. Mais ils ont commencé comment? C'est tombé du ciel, Dieu est descendu, voilà les chers enfants, voilà le building, voilà, et ainsi de suite. C'est l'homme qui a travaillé. Ils ont connu des situations périlleuses. Vous avez cité le cas de l'Italie ici. Je ne connais pas très bien l'histoire d'Italie, mais je sais qu'à un certain moment, on parlait de juge Aldo qui a été assassiné par la mafia, ainsi de suite, parce qu'il luttait contre la mafia. C'est des gens qui ont pris le courage d'affronter des situations. Au lieu de récriminer sur le populisme de Moutamba, on a vécu une situation ici. Le bureau de Moutamba attaqué, empoisonné et consorts. Quels sont les Congolais qui sont sortis pour aller soutenir ce jeune ministre? Il y en avait. Mais qui sont... Ils ont marché même. Vous avez marché. Vous avez marché. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Mais c'est ça la question. Quelqu'un va mettre sa vie en danger. Vous voyez bien que la mafia ou les mafiosi sont en train de chercher à faire taire quelqu'un. Vous marchez 2 jours et puis vous asseyez, bon, je te mets la bière à la biseau. C'est ça le problème. C'est la beauté du chef de l'État. Regardez. Moi, je vous ramène toujours un peu. Bon, je comprends que ces jeunes générations n'ont pas vécu. Nous, on a vécu moins que le doyen professeur Kassongo, parce que nous sommes la génération de la fin de la colonisation. Mais le maréchal Mobutu, il n'était pas encore maréchal à l'époque. Je reviens toujours à la situation de 1967, quand Jean Schram a attaqué à Bukavu. Suite à la volonté du Congo de voir un peu plus clair dans l'histoire de l'Union minière du Katanga. L'UHM, l'Union minière du Katanga. Oui, c'était la guerre. La Belgique a réagi en attaquant Bukavu. Et dans un discours qui servait de générique aux journaux parlés ou télévisés, je vous ça à la radio parce que c'est à l'époque de notre frère qui faisait les cartes blanches. Dans un des discours, Mobutu disait toujours Mavung Malandama Mongo. Ben impérialiste, ça la candénie, ceux qui vont mourir Makamboé non. A rôti à bino moboulou poté. Pour détourner l'attention du peuple face aux avancées du gouvernement. Toute la guerre soulevée ici pour qu'on ne change pas de constitution. Mais c'est lié à ça. C'est pour que vous ne vous réappropriez pas votre pays. Et ça, on ne comprend pas. On va dans des guerres stériles de positionnement par rapport au pouvoir. Quelqu'un qui est populaire aujourd'hui, comme Félix là, avec 73%, mais il va rester populaire même s'il termine son mandat. Même si la constitution est changée par celui qui va venir après. Mais je dis même si. Nous sommes dans les mêmes si. Nous parlons en français. Oui, d'accord. Exact. Si la constitution est changée par celui qui va venir après, il va annuler les mandats de tous ceux qui l'ont précédé. Kabila reviendra comme candidat. Tshisekedi reviendra comme candidat. Et si Tshisekedi a gardé sa popularité, il va se faire réélire. Vous ne connaissez peut-être pas l'histoire. Mathieu Kérékou, dans l'Afrique de l'Ouest, au Bénin. Bénin, déchu par la conférence nationale souveraine de ce pays-là. Il est resté un mandat comme citoyen. Au second mandat, il s'est représenté, il a été réélu. Pourtant, il est... Trump est là, non? Non, lui, il était dictateur. Il a été déchu parce que dictateur. Après les élections libres, Mathieu Kérékou avait été réélu. Donc, ne prenons pas des positions qui ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de la nation. Le problème qui se pose ici, c'est l'homme congolais qui a été détruit par nos ennemis. L'âme congolaise est détruite. Regardez comment vous parlez des situations désastreuses du pays en souriant. Pendant que vous deviez être tous là en larmes.
Moi, je pense. Oui, oui. Pourtant, je suis là pour vous donner la bonne humeur. Vous prenez le mot de bonjour avant de pas travailler. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quand la situation est sérieuse, on prend les choses au sérieux. On ne va pas comme ça dans le chapelet de dire que c'est impossible, c'est impossible. Donc pour vous, il y aura la restauration de la justice. C'est possible par les États généraux qui sont élus, peuvent produire quelque chose. On peut donner du crédit à ces États généraux. Si les États généraux n'arrivent pas à un résultat de, mettons, 20 sur 100, mais il arrivera quelque part. Ils arriveront quelque part. Mais on a dit en attendant, c'est... Pour qu'on puisse aller en avant. Oui, l'argent des contribuables, parce qu'on doit payer, on a payé la salle pendant 8 jours, les gens doivent manger, tout ça. Alors avec cet argent, on pouvait faire quelque chose parce qu'il y a déjà des cas qui sont signalés par la commission Luzolo Bambi. Pourquoi ne pas se saisir ou commencer par là et puis... Les cas de Luzolo Bambi, signalés par Luzolo Bambi, ils sont signalés. Luzolo Bambi était ministre il y a combien d'années? Même pas ministre, il était au cabinet du président de la République. Luzolo Bambi, quand il signalait, il était ministre. Là, c'était pendant qu'il était au cabinet. S'il vous plaît, Pompon, il y a combien d'années que Luzolo Bambi a fait son rapport? 9 ans. Mais la situation... On a attendu. Vous avez dit que vous avez attendu le Moutamba. Quand il vient Moutamba pour lui demander à Moutamba... IGF alors. IGF c'est récent. Mais pourquoi pas? Non, permettez que c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Oui, parce que vous voulez individualiser comme si nous on s'attaquait à Moutamba. Non, c'est ça. Non. Le problème c'est que nous parlons des États généraux. Exactement. Est-ce que les problèmes peuvent être résolus via les États généraux ou via l'application des lois? C'est ça la part de parole. Oui. C'est moi ma part de parole. Je ne suis pas le dictateur, mais quand même, je veux avoir ma part de parole. Le Moutamba trouve une situation. Il essaie de trouver des solutions dans le cadre de ses responsabilités gouvernementales. Il propose les États généraux. Laisser les États généraux aboutir et juger-les après. Maintenant, commencer à Il y en a déjà eu. Il y a déjà une jurisprudence des 9 ans. Laissez Moutamba aboutir avec ces États généraux. D'accord. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, chacun libre. Chacun libre, en tout cas. Oui, allez-y, parce qu'on doit finir. Finir, c'est quoi? On juge l'œuvre quand elle est mise sur la table. On ne peut pas juger l'œuvre pendant que la grossesse est encore là. Est-ce qu'elle a accouché? D'accord. Alors, merci beaucoup. Nous disons, nous avons, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites, le président de la République. J'ai retiré la parole, je vous ai laissé vous récréer, maintenant je retire la parole. Merci beaucoup, je suis maître. Voilà. Merci pour toutes vos analyses. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On nous signale déjà par la réalisation. Nous le disons, ou nous avons entendu, nous tous, le président l'a dit, dès son premier mandat, il avait dit que la justice congolaise est malade. Donc il faut trouver des thérapies. Il faut des thérapies, il faut une thérapie de choc, il faut trouver des grands remèdes pour guérir notre justice. Et si les États généraux font partie de ces grands remèdes, allons-y jusqu'à la fin, comme a dit El Campbell, et pour voir, nous allons revenir encore ici, nous allons analyser si les résultats ne sont pas... C'est quoi? Voilà. Si les résultats n'arrivent pas, nous reviendrons pour pleurer. Mais ne soyons pas non plus les prophètes de malheur. C'est ce que nous disons. Voilà, ne soyons pas non plus des prophètes de malheur. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Nous allons parler de Donald Trump est déjà élu, c'est vrai, même si ce sont des résultats provisoires, mais nous allons voir la politique des États-Unis sur l'Afrique et sur la République démocratique du Congo qui regorge des besoins mondiaux. Et nous savons que les États-Unis ont un regard un peu spécial sur notre pays. Alors nous allons voir avec Donald Trump qu'est-ce qui va se passer et comment nous devons nous tenir face à ces pays qui a
le contrôle quand même du monde. Voilà, nous avons fini. Merci beaucoup. Oui, madame. Le système là de bloquer les routes. Mais on a fini. Oui, comme on a fini, on va en parler parce que ça continue. On va en parler à l'émission prochaine. Les temps, c'est le temps. Savez-vous qu'à l'émission passée, nous aurons fait 2 heures du temps? Tout à fait. Voilà, donc là, on dit c'est la justice. Alors pour être juste, c'est 1h30 qu'on nous a donné. C'est la justice, c'est juste 1h30. Merci beaucoup, on se retrouve au prochain numéro. Et merci à l'équipe technique. Waouh, j'ai une équipe. Oui. Félicitations à vous. Au revoir. Merci. Merci au sourire.